Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce 4e épisode de .ai. Aujourd'hui, un épisode qui me tient pas mal à cœur parce qu'on va parler de start-up à impact. Ça va faire 2 ans que je suis dans ce secteur-là. Un secteur qui est en pleine croissance, en pleine évolution, en pleine structuration. Vous en entendez sûrement parler assez fréquemment dans votre quotidien. Et l'idée aujourd'hui, ça va être d'expliquer déjà qu'est-ce que c'est une startup à impact, qui finance ce type de projet, est-ce que c'est la fin des critères financiers pour l'évaluation des startups à impact dans les demandes de financement, comment est-ce qu'on mesure son impact concrètement, comment est-ce qu'on fait du reporting de son impact, et puis est-ce qu'on va vers une harmonisation et une standardisation du reporting de ces métriques. Donc voilà, épisode qui j'espère sera intéressant, avec surtout un retour d'expérience personnelle. Je pense qu'il faut aussi confronter avec d'autres avis et puis d'autres retours d'autres personnes qui sont sur des secteurs potentiellement un peu différent de ce que fait Biped à l'heure actuelle, parce que le milieu du handicap en tant que tel est encore un milieu qui est peut-être assez spécifique. Mais voilà, j'espère que ça va me permettre de donner des premières idées. Et puis, c'est parti. On va commencer par parler de ce que c'est une startup à impact. Globalement, start-up à impact, c'est des termes qui ont commencé à apparaître quelques dizaines d'années, mais on regroupe 2 grandes catégories dans la pratique en start-up à impact. C'est des start-up qui peuvent avoir un impact environnemental positif ou un impact social positif. Le fait est qu'on peut rentrer énormément de boîtes dans ces catégories-là, donc c'est pas rare de voir des investisseurs qui se définissent dans la catégorie comme investissement à impact, qui vont investir dans des boîtes de livraison en 15 minutes de courses, parce que les courses sont bio, par exemple. Donc il y a un peu de tout et de n'importe quoi là-dedans, et il n'y a pas vraiment de standardisation de ce qu'on appelle une startup à impact. Mais globalement, 2 gros piliers, impact environnemental ou impact social. Impact social, ça va être réduction des inégalités. Typiquement, ça va être contribuer à l'éducation, ça va être contribuer à la promotion du sport ou autre. Et puis impact environnemental, on va être généralement sur s'attendre à des métriques du style le nombre de tonnes de CO2 qui vont être absorbées par, ou évitées par le développement de l'activité de cette entreprise. Donc pour donner quelques exemples de boîtes à impact, forcément en exemple personnel, nous on travaille sur Biped sur un appareil de navigation pour les personnes malvoyantes. Donc là l'idée c'est d'utiliser des caméras pour venir détecter les obstacles et pouvoir permettre à des personnes malvoyantes de découvrir des nouveaux endroits. Donc là on œuvre pour l'autonomie et puis le déplacement dans la découverte de nouveaux endroits pour les personnes non-voyantes et malvoyantes. Donc là, on tombe dans la catégorie d'impact social, et puis dans toute la branche d'inclusion qu'on peut retrouver, qui fait partie des objectifs de pas mal d'entreprises, mais aussi ça fait partie des Sustainable Development Goals, donc des SDG qui ont été donnés par les Nations Unies, de contribuer à une meilleure santé et de réduire des inégalités. Donc généralement, on va retrouver ces startups à impact qui vont rentrer dans ces grandes catégories des Sustainable Development Goals qui ont été donnés par les Nations Unies. D'autres boîtes vont faire par exemple de l'absorption de carbone. Il y a une boîte comme Climeworks qui va faire ce genre de truc-là. Il y a des boîtes qui vont faire des exosquelettes pour aider à la marche, par exemple. Il y a énormément de types d'entreprises qui vont proposer ce genre de services qui peuvent rentrer dans la notion de start-up à impact, avec un point différenciant, c'est que assez souvent, on peut avoir l'impression que disons qu'une association peut en elle-même devenir une start-up à impact. L'aspect principal, c'est que la startup à impact reste un élément, garde une composante financière. Et donc du coup, il y a toujours une recherche de profit dans la startup à impact, mais on ajoute un critère en plus qui est celui de l'impact positif environnemental ou social qui est généré par l'entreprise. Mais ça reste une entreprise qui est en recherche de profit et de rentabilité, et qui, si elle prend des investisseurs, doit revendre la société à une valorisation plus élevée que la valorisation d'entrée pour arriver à générer de l'argent. Donc voilà, donc ça c'est en gros la définition. Et bien sûr, ça apporte pas mal de challenges, notamment
parce que on est sur souvent des marchés où qui sont en pleine structuration et où il n'y a pas de schéma typique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à enlever du carbone de l'atmosphère, on ne va pas aller forcément voir une entreprise et lui dire, tiens, on va vous allez nous payer pour qu'on enlève le carbone autour de votre entreprise. Où il y a des business models à créer complètement. Et surtout, il y a des fois des résolutions de problématiques qui doivent être soit développées en accord avec des autorités. Donc, par exemple, si on enlève un problème de pollution à un endroit, il faut peut-être un acteur public qui devient client. Et ça, c'est des cycles de vente qui sont super longs, des fois des technologies qui sont très complexes à développer. Ou sinon, comme ce qu'on fait nous dans le cadre du handicap, il y a clairement des fois des challenges parce qu'on s'adresse à des personnes qui sont en situation de handicap, qui n'ont pas forcément des moyens énormes. Et si on veut vendre un produit direct au consommateur, on va se retrouver avec la problématique de la tarification. Donc ça veut dire remboursement potentiellement et dispositif médical. C'est le cas de pas mal de boîtes autour de moi. Et ça veut dire qu'il faut avoir toutes les certifications, etc., etc. Là où je veux en venir, c'est que les marchés qui sont en pleine structuration, soit on s'adresse à des personnes qui ne devraient pas forcément, d'un point de vue d'équité sociale aussi, être le client final. C'est-à-dire quand on développe un outil pour les personnes non-voyantes, on n'a pas envie de faire cette double pénalisation, de dire la personne est malvoyante et doit payer pour une solution qui permet de regagner en autonomie. Il y a forcément une notion d'acteur public qui doit rentrer en compte à un moment. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on va retrouver avec des schémas de remboursement. Mais ça peut prendre pas mal de temps. Et ce que ça veut dire, c'est que c'est des business models qui ne sont pas forcément les plus évidents. Et c'est des sociétés qui doivent prouver leur rentabilité dans le long terme et prouver les perspectives de croissance, et qui vont avoir besoin de pas mal de capital parce qu'il y a beaucoup de ces sociétés qui développent des technologies hyper intéressantes mais qui vont être assez intensives en capital. Et c'est pas parce qu'un problème doit être résolu à l'échelle de l'humanité qu'elle va forcément trouver des financements, parce qu'un financement va rentrer pour essayer de ressortir à un moment. C'est un peu moins le cas sur des grandes bourses ou des schémas de support qui supposent, qui émanent plus d'institutions publiques, mais qu'à partir du moment où il y a des financements privés qui arrivent, c'est plus dur de justifier simplement le fait que oui, ok, ça va être des investissements à fond perdu parce qu'on veut que le problème soit résolu. Ça peut se trouver, mais c'est très rare. Et ça me permet de faire la transition vers qui finance ce type de projet. Donc dans le cas de Biped, par exemple, sur les 2 premières années de vie, on est à peu près à 1 million de francs suisses qui a été investi dans le projet. Nous, on s'est surtout rapproché de Business Angel. Business Angel, ça va être des privés qui vont mettre de l'argent dans des entreprises. On peut trouver des gens qui investissent entre 10 et 150 000 francs dans des entreprises typiquement. Et l'idée avec les business angels, c'est que c'est simplement des gens qui vont investir un peu un excédent de cash qu'ils ont par des bonus, par des choses comme ça, dans des entreprises qui sont alignées avec les valeurs qu'ils souhaitent porter. Et c'est là qu'on a un vrai alignement potentiellement entre les startups à impact et les business angels, parce que c'est un bon moyen simplement d'aligner sa stratégie d'investissement en tant que privé avec les objectifs qu'on a et avec les valeurs qui nous tiennent à cœur. La grande limite de ça, c'est que vous pensez bien que pour des startups derrière, c'est assez dur de récolter des gros montants. C'est-à-dire que si Biped voulait lever 10 millions demain, le faire auprès de Business Angel, ça serait quasi impossible. Et donc du coup, on a besoin aussi de financements institutionnels qui sont plus gros. Il y a 2 grandes catégories de financement institutionnel qu'on va retrouver. Généralement, c'est les fonds capital risque. Donc là, c'est ce qu'on appelle les VC. Et puis les corporate VC. Donc là, ça va être des entreprises qui vont directement investir dans des startups. Corporate VC, je vois un peu moins d'investissement dans des startups à impact à l'heure actuelle, clairement, à part si c'est très fortement aligné avec l'objectif de l'entreprise en tant que telle, parce qu'il y a une stratégie d'acquisition de technologies, de choses comme ça. Mais sinon, ce qu'on voit pas mal en évolution, c'est des fonds VC à impact. Et typiquement, c'est des fonds qui vont définir leur stratégie d'investissement en disant ils vont pouvoir mettre entre
250 000 francs et puis 5 ou 10 millions par entreprise selon les stades d'entreprise auxquels ils investissent, avec un critère ou une promesse sous-jacente, c'est de dire on va mettre de l'argent, mais on va juger 2 critères. Ça va être à la fois l'impact financier possible, enfin le retour qu'on peut arriver à avoir, et le deuxième, ça va être l'impact qui va être créé. Et l'impact qui va être créé, ça va être mesuré de différentes manières. Va y avoir des outils, des frameworks, des métriques qui vont être développés. J'en parlerai juste après. Pour dire, dans la balance, dans le critère de est-ce qu'on investit, est-ce qu'on réinvestit dans une entreprise après, etc., et ben en fait, on va tenir compte de ces 2 aspects. C'est assez intéressant. La promesse est vraiment géniale de se dire, en théorie, on va pouvoir commencer à lever des fonds en se disant on n'a peut-être pas le projet le plus rentable de tous les temps, on a moins de capacité à faire une société qui va valoir 1 milliard. Par contre, on peut faire une très très belle société, mais qui a un impact énorme sur la vie des gens. Et ça va être valorisé dans la décision d'investissement. Est-ce que c'est la fin des critères financiers pour autant ou le début du déclin? Pas forcément. En tout cas, ça, c'est mon retour d'expérience personnelle. Ce que je vois en discutant avec des fonds à impact, c'est que de plus en plus, c'est quelque chose qui va être rajouté. Donc ça va être une nécessité. C'est des personnes qui vont contraindre leur décision d'investissement à une notion d'impact, mais qui vont chercher à peu près les mêmes retours financiers. Et ça, clairement, on peut pas leur en vouloir à partir du moment où il y a un fonds qui a été créé, il a accumulé une certaine somme d'argent pour l'investir et pour donner un retour lui-même à ses investisseurs. Donc quand un investisseur met de l'argent, clairement, il s'attend à un certain retour. Maintenant, les investisseurs qui investissent eux-mêmes dans des fonds VC ont certaines contraintes et des fois sont obligés d'allouer de l'argent à certains objectifs, certains objectifs de contribution aux Sustainable Development Goals des Nations Unies typiquement. Donc il y a des petites portions de cet argent-là qui vont vers ces fonds à impact. Ces fonds à impact sont clairement en recherche de rentabilité sur ces trucs-là. C'est pas pour autant que c'est des fonds qui vont accepter d'être déficitaires, ça c'est évident. Par contre, c'est des fonds qui vont chercher des métriques en plus. Typiquement, il y a un truc des 3 P qui ressort, de dire People, Profit et Planet. C'est typiquement dans les premières discussions, moi je suis allé de manière assez naïve sur les toutes premières discussions, je me suis dit, on a un projet qui intuitivement est un projet à impact. Donc je vais pas forcément faire un pitch ou présenter l'opportunité sous forme de voilà l'impact que vous pourriez créer, mais je me suis dit je vais les convaincre sur l'opportunité financière de pouvoir rentrer aux États-Unis, faire tant de millions de ventes, etc. Et ce qui est revenu très très vite dans la discussion, c'était c'est quoi l'impact concret que vous créez, comment est-ce que vous quantifiez, qu'est-ce que vous apportez à chaque utilisateur, est-ce que vous avez des métriques qui permettent de montrer que les gens utilisent l'appareil, qui sont plus indépendants, moins indépendants, est-ce que vous avez des études qui montrent ces éléments-là? Et ça, c'est assez intéressant parce que moi, j'avais sous-estimé l'importance de ce critère dans la première décision, dans la première discussion qu'on avait avec ces fonds à impact. Et c'est quelque chose qui est c'est un critère supplémentaire. Et je pense qu'il y a, en tout cas, nous, c'est un truc qu'on a changé depuis, c'est que quand on présente notre entreprise à des investisseurs, même si ce n'est pas forcément des investisseurs à impact, on a ces notions d'utilisation de l'appareil, de gain d'indépendance. On a mis sur notre roadmap le fait de faire vraiment des tests comparatifs avec des solutions alternatives pour montrer exactement la valeur ajoutée, etc. Et je pense que c'est quelque chose qui va se standardiser. J'en parlerai un peu après, mais voilà, mais c'était la petite surprise au début de me dire pour moi c'est acquis qu'on ait une entreprise à impact, mais le message est que c'est aussi quelque chose à apprendre en tant que société, de comment est-ce qu'on peut devenir potentiellement une start-up à impact et qu'il ne suffit pas de développer un projet qui a un impact environnemental ou social pour pouvoir rentrer dans cette catégorie. Il faut avoir toute la maturité autour pour pouvoir traquer et faire du reporting là-dessus et trouver les bons interlocuteurs. Bon, concrètement, si on parle de
comment est-ce qu'on peut mesurer son impact? Il y a plusieurs outils, il y a plusieurs frameworks en ligne pour toutes les entreprises typiquement qui font qui sont actives sur le carbon removal et comment est-ce qu'on peut contrôler les émissions. Il y a plein d'outils d'impact carbone qui vont exister. Il y a plein d'outils d'impact carbone aussi pour des entreprises comme nous qui vont simplement, par la production de leurs appareils, créer un impact CO2 négatif. Donc comment est-ce qu'une entreprise évite de créer un impact social positif mais un impact environnemental négatif à l'échelle? On peut penser, je sais pas, à des pièces imprimées en 3D pour des personnes qui se sont faites amputer. Typiquement, ça va être pas mal de déchets. Si en plus de ça, les pièces peuvent pas être gardées longtemps, on va avoir pas mal de déchets, pas mal de plastique en plus qui vont être produits. Est-ce qu'on a un impact, quand on met tout dans la balance qui est positif? Donc typiquement, les entreprises qui ont un impact social, il y a de plus en plus l'aspect de dire si vous produisez quelque chose, donc un hardware, un produit en tant que tel, est-ce que vous pouvez venir compenser ça? Ou est-ce que vous pouvez traquer ce que font vos fournisseurs pour être sûr que vous avez un impact en termes, un impact environnemental qui n'est pas trop mauvais? Et donc là, en tout cas, l'outil d'émission carbone est quelque chose qu'on retrouve très souvent. Pour les grosses boîtes, il y a un standard, et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de standard, B Corp par exemple, où là on va voir, ça va être les standards, je dirais les plus uniformisés, plutôt pour les plus grosses entreprises, les scale-up et les grosses boîtes, pour être sûr que l'entreprise rentre dans ces catégories d'entreprises à impact. Après, il y a pas mal d'outils qui existent en ligne. Si vous faites des recherches Google, des outils pour faire son évaluation d'impact de manière autonome. Il y a pas mal d'incubateurs qui commencent à demander ce genre de mesures. Donc c'est assez intéressant. Après, on peut en sortir ce qu'on veut parce qu'on répond aux questions de la manière qu'on veut. Et puis généralement, on finit avec un PDF qui fait 7-8 pages généré automatiquement, qui montre pas mal de graphes et puis comment est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres entreprises ou autre chose comme ça. Moi, il y a deux éléments que j'aime bien. Le premier, c'est ce qu'ils appellent la théorie du changement, Theory of Change. C'est un modèle où on vient prendre, en gros, tous les inputs, donc tout ce qui va, tout ce qu'on va, en gros tout ce qu'on va prendre comme entrée, les outputs, c'est tout ce qu'on va venir produire avec les inputs qu'on a ingérés. Les outcomes, ça va être l'effet de notre travail sur les gens qui vont pouvoir utiliser notre outil. L'impact, ça va être clairement l'impact indirect ou l'impact de long terme de nos outcomes directs. Donc typiquement, nous, on va dire, en input, on va prendre, je sais pas, j'ai pas forcément fait le truc là, mais en input, on va pouvoir prendre des caméras de notre côté. En output, on va redonner des instructions de navigation. En outcome, du coup, là, ça va être l'effet que ça a sur les personnes qui utilisent le produit. Ils vont pouvoir éviter des obstacles de manière intuitive. En impact, ça va apporter une notion d'indépendance, peut-être plus de kilomètres marchés, peut-être plus de temps passé en dehors, dans la rue typiquement, et ce qui va pouvoir contribuer à davantage de gains en termes de santé, de ceci, de cela. Et ça, c'est intéressant de faire l'exercice de poser tous ces inputs, ces outputs, ces outcomes et son impact. Et il y a un dernier aspect, du coup, vu qu'il y a pas mal d'hypothèses à faire dans la Theory of Change, c'est input, output, outcomes, impact et assumptions, donc toutes les hypothèses qu'on va faire pour arriver à ces résultats-là. Et c'est assez intéressant simplement dans le sens où ça permet de formaliser, c'est pas un framework révolutionnaire, mais ça permet de formaliser et de distinguer qu'est-ce qu'on va vendre dans le court terme, quel est l'impact direct de ce qu'on va vendre versus quelle est la quête sur laquelle on est. Et typiquement, nous de notre côté, de dire qu'on arrive à donner plus d'indépendance aux personnes malvoyantes et non-voyantes, c'est clairement un impact de long terme recherché. Et si on arrive à ça, on a aussi
dans la logique, plus de temps qui est passé dehors, plus de kilomètres, potentiellement une meilleure santé dans ces catégories de population. Et ça serait super intéressant d'arriver à quelque chose comme ça pour Biped typiquement. Il y a quelques sociétés qui commencent aussi à publier leur impact et à faire du reporting sur leur impact directement sur leur site web. Et je trouve que c'est une pratique qui est hyper intéressante. Mais je pense en tout cas, pour venir sur le deuxième point, sur la mesure d'impact, donc le Theory of Change, c'est quelque chose que j'aime bien, mais aussi le fait que je pense que chaque entreprise maîtrise mieux que quiconque les métriques qui sont pertinentes. Il faut le faire, disons, c'est un peu dans la logique de ces outils d'auto-évaluation, sauf que les outils d'auto-évaluation vont vachement standardiser les métriques qu'on a le droit de choisir. Typiquement, nous, chez Biped, les outils qu'on a commencé à mettre en place, c'était, OK, si on veut voir que les gens l'utilisent et que ça a un impact, globalement, il faut que les gens il faut qu'ils allument l'appareil, donc combien de temps ils l'allument, il faut qu'ils marchent dehors, donc combien de kilomètres ils font, il faut qu'ils évitent des obstacles, donc combien d'obstacles ils ont évités, il faut qu'on voit une augmentation du temps d'utilisation moyen journalier, donc là, on peut traquer cette évolution. Et en fait, on a mis en place, avec des outils de programmation, on a simplement mis en place toutes ces métriques qui nous permettaient d'évaluer à quel point les gens utilisent de plus en plus l'appareil et à quel point on vient valider la notion d'impact. Ça fait partie de notre stratégie de reporting d'impact, mais c'est tout bête parce que en soi, ça nous aide aussi sur plein d'autres plans. On valide aussi le produit, on valide ce qu'on appelle le stickiness du produit, donc être sûr que les gens adhèrent au produit et commencent à l'utiliser de plus en plus. Et ça c'est rentré au cœur de notre stratégie, mais avant vraiment de se poser la question, c'était tout bête, mais on ne s'était pas forcément dit ça serait cool d'avoir ces métriques-là. On se basait sur des retours assez haut niveau. Et puis par contre, une fois qu'on s'est dit il faut qu'on mesure ce truc-là, et là on a commencé à le mettre en avant, à développer les outils pour. Et puis on a choisi nos métriques, et il y en a qui vont monter, il y en a qui vont descendre, mais on les a définis a priori et on s'y tient. Et ça c'est quelque chose qui, je pense, marche assez bien pour des boîtes un peu comme nous qui ont des outils directs avec le consommateur, c'est savoir est-ce que les gens l'utilisent, est-ce qu'ils l'utilisent de plus en plus, et est-ce que l'effet recherché sur le court terme et sur le long terme commence à être atteint. Et après, bien sûr, il y a des réponses potentiellement qui sont beaucoup plus long terme et peut-être beaucoup plus subjectives aussi, qu'on va pouvoir venir traquer de différentes manières, comparer les retours des utilisateurs à un moment T et puis quelques mois plus tard, ou venir par exemple essayer de mesurer de manière subjective, essayer de venir collecter des retours subjectifs des utilisateurs et venir aussi essayer de déceler des tendances qui ne rentrent pas forcément dans des métriques à proprement parler. Mais voilà, donc ça, c'est des suites d'outils qu'on a développés. On a un petit dashboard en interne qui nous permet de faire ça. Et quand on fait notre reporting mensuel, on a commencé à mettre les temps d'utilisation, etc. etc. Et ça fait partie, même si on n'a pas de fonds à impact dans notre capital, on a commencé à faire du reporting de tout ça parce qu'en fait, ça donne plein d'autres signaux et je pense que ça va se standardiser dans le fait que c'est des métriques qui sont ultra pertinentes. Ce qui me permet peut-être de basculer sur le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'était l'harmonisation des métriques. Aujourd'hui, je pense que ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus en plus d'entreprises, pas forcément des entreprises qui sont des entreprises à impact en tant que telles, mais qui vont chercher, alors pour certaines d'un point de vue marketing, à comment est-ce qu'elles peuvent rentrer dans ces catégories de start-up à impact et puis essayer de mettre ça en avant. Mais pour d'autres, de se dire, j'ai pas forcément développé une entreprise à impact en tant que telle, c'était pas l'ambition fondamentale, mais par contre, je vois que ça peut avoir un impact sur tel et tel point, et je vais devenir conscient de l'impact environnemental que mon produit peut avoir, de ceci, de cela. Et en fait, je vais venir le calculer et je vais venir faire un reporting, mais de manière autonome. Donc, c'est-à-dire sans que ça soit une demande particulière ou un critère particulier d'un investisseur. Et je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui se mettent dans cette logique-là et c'est hyper intéressant parce que ça devient une bonne pratique et je pense même qu'à terme, mon avis en tout cas là-dessus, je pense qu'à terme, la majorité des fonds
VC demanderont des stratégies de reporting d'impact parce que il y a un vrai avantage concurrentiel, je pense en tant que tel, à être capable de jouer déjà sur les deux tableaux. Il y a un vrai alignement avec les intérêts de long terme à l'échelle de l'humanité et je pense que ça va standardiser à ce niveau-là. Et puis les entreprises qui arrivent à faire ce genre d'exercice, en fait, vont se poser des questions au-delà de l'augmentation du revenu annuel récurrent. Ces entreprises-là vont commencer à se poser des questions sur d'autres métriques qui vont peut-être montrer et révéler d'autres signaux qui vont permettre, in fine, d'améliorer la rentabilité de la société ou pas, mais ça aura permis en tout cas un exercice qui est intéressant et qui permet de découvrir un peu plus l'utilisation et l'impact et réfléchir un peu plus à l'utilisation et à l'impact de son produit et de son service. Donc voilà, donc je pense que c'est une bonne pratique qui va se développer de plus en plus et où en tout cas je l'observe de plus en plus autour de moi et où la notion de VC ou de fonds à impact va continuer à évoluer, c'est clair, et va peut-être arriver à une standardisation sur le marché où ça sera plus forcément un facteur différenciant de se dire moi je suis un VC spécialisé sur l'impact, mais où ça serait, je pense, une issue totalement favorable de se dire que la plupart des investissements se font avec une notion, en tout cas, peut-être pas en focus principal, mais avec une notion de long terme de quel sera l'impact environnemental ou social de cet investissement-là. Donc voilà, donc j'espère que ça aura été utile, un épisode un tout petit peu plus court que d'habitude, mais où on a touché sur... on a parlé de ce que c'était une startup à impact, on a parlé de qui finançait ce genre de solution, est-ce que c'était la fin des critères financiers, quelques idées ou outils pour mesurer son impact. Et là, je vous invite vraiment à faire vos recherches déjà en tout cas en mettant par écrit toutes vos idées, des métriques que vous pouvez avoir sur votre projet par exemple, et puis en cherchant peut-être quelques frameworks sur Internet qui peuvent aider aussi. Et puis, est-ce qu'on va vers une harmonisation des métriques ? J'espère que c'était intéressant. Comme d'habitude, laissez-moi vos commentaires et donnez-moi un max de feedback. Ça m'aide vraiment à améliorer ce podcast. Et puis, je vous remercie des retours que j'ai jusque-là. C'est super intéressant. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode. Ciao.